pour l'invitation à venir vous parler effectivement du thème qui m'a été attribué, c'est-à-dire comment est-ce que le système de santé va pouvoir faire face aux défis qui l'attendent. Alors j'aimerais ici préciser tout de suite qu'un certain nombre d'idées ou de faits que je vais vous montrer ne sont pas toujours partagés par mon employeur et qui représentent du coup mon opinion personnelle. Comme ça, je suis tranquille avec ceux qui sont dans la salle. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est rapidement vous présenter un bilan du système de santé suisse, pas un bilan personnel que j'ai fait, mais un bilan qui est disponible, et je vais vous montrer ces références-là. Ensuite, arriver aux 3 défis principaux qui nous attendent. Le premier, il concerne les clients du système de santé. On a de plus en plus de patients âgés, et puis ces patients âgés souffrent de maladies chroniques, parfois multiples, et ça pose des problèmes à notre système de santé qui n'est pas prêt à les prendre en charge comme il faut. Le deuxième, ça concerne les acteurs du système de santé. Comme l'a déjà dit le secrétaire d'État, on a un petit problème de ressources humaines actuellement, et surtout dans les années à venir, qu'il faut qu'on règle. Et puis, le troisième concerne en fait les prestations qu'on fournit et ces nouvelles technologies dont on parle qui sont malheureusement toujours plus chères que les précédentes. Et dans cette optique-là, où on a vraiment 3 défis majeurs, il est sûr qu'on ne va pas pouvoir les prendre les uns après les autres et puis les régler avec des modifications marginales, parce que les interactions entre ces 3 domaines sont extrêmement importantes, et aussi parce que il va falloir, disons, imaginer des solutions innovantes pour faire face à ça. Et puis je terminerai avec les prérequis pour qu'on puisse faire évoluer ce système, et je conclurai en essayant d'éviter à la fois le carton rouge et le transfert en psychiatrie dont on a parlé tout à l'heure. Le système de santé suisse a été évalué récemment par différentes institutions. Et les plus importantes, c'est le rapport de l'OCDE et de l'OMS de 2011. C'est un rapport de l'OPSAN sur les maladies chroniques de cette année. Et puis, pour l'aspect ressources humaines, c'est le rapport de l'OPSAN aussi sur les projections des soignants, toutes catégories confondues, jusqu'en 2020. Vous avez ces références, on les trouve facilement sur Internet. Je ne vais pas m'attarder à ça. Si on essaye de faire un bilan en 4 tableaux de notre système de soins, il a d'énormes avantages et d'énormes forces. La première, c'est qu'il est extrêmement bien équipé par rapport à d'autres systèmes dans d'autres pays, à la fois en personnel et aussi en ressources techniques, en capacité d'accueil, avec un petit bémol peut-être sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées. Il a aussi une excellente performance, parce qu'on a une des listes de procédures diagnostiques et thérapeutiques à charge des caisses maladies qui est une des plus larges d'Europe en tout cas. Et puis on a un excellent résultat en termes de durée de vie de notre population, et le niveau de satisfaction qui est également élevé. Puis il a une caractéristique qui est liée à la construction suisse, que la santé est l'affaire des cantons, c'est que du coup, il a un potentiel d'adaptation locale qui est important. Mais il a aussi un certain nombre de faiblesses. La première, c'est qu'il est construit historiquement pour traiter des épisodes de soins aigus, et pas des maladies chroniques et donc les personnes âgées, comme on va le voir. Il a une coordination faible entre les différentes professions de soins et entre les différents secteurs, en particulier l'hôpital et le secteur ambulatoire. Il a un certain nombre de problèmes de facteurs incitatifs financiers qui sont mal alignés, et puis il coûte relativement cher quand on se met en comparaison avec les autres.
Et du fait de sa fragmentation cantonale, il a un faible potentiel d'adaptation au niveau national. Et ça, c'est embêtant. Alors on a des opportunités pour faire bouger tout ça. Vous savez qu'en automne, en même temps que les vendanges, il y a toujours l'annonce des hausses de prix des caisses maladies, et puis qu'avec ça, à chaque fois, on se pose la question de savoir jusqu'à quand on pourra tolérer que ça augmente. C'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. On a ces publications que j'ai déjà mentionnées. Et puis, on a une pénurie qui s'installe, à laquelle il a déjà été fait état, à la fois pour les ressources humaines et aussi pour les ressources financières. Et ça, c'est probablement un grand facteur pour se dire maintenant, il faut vraiment faire quelque chose. Parce qu'on a des menaces extrêmement sérieuses avec ça. D'une part, on a des coûts qui continuent à augmenter à cause du développement technologique, et je vais y venir, c'est la troisième partie de mon exposé. On a des prédictions d'augmentation de pénurie en ressources humaines et qui sont fortement modulées ou modulables suivant comment notre nouveau Parlement interprète les conséquences de la votation du 9 février de l'année passée. On a des réductions de coûts. Tous les cantons disent mais on va avoir, à cause de la force du franc fort, moins de rentrée fiscale, donc on nous serre les budgets. Ça c'est clair et net, ça arrive partout. Et puis on a d'autres résistances ou d'autres menaces qui sont le corporatisme de certains des acteurs, les forces de lobbying qui sont différentes entre les différents acteurs, et puis finalement aussi un certain manque de courage politique pour changer ce système. Voilà un petit peu comment on peut résumer notre système de soins en quelques mots. Maintenant, si je viens aux trois défis, commençons par les clients. Le poids des maladies chroniques est extrêmement élevé. Vous avez ici, à gauche, une représentation en fonction de l'âge des gens qui vivent à domicile, le pourcentage de maladies chroniques qu'ils présentent. Et ça va de aucune, c'est la partie la plus claire, jusqu'à ici 4 maladies chroniques. Et vous voyez que, par exemple, au moment où on prend sa retraite, en fait, vous avez une personne sur 2 qui a au moins une maladie chronique, et puis une personne sur 5 qui en a plus qu'une. Donc il faut s'en occuper. Et puis quand on regarde à l'autre bout de la chaîne, les personnes qui sont dans un établissement médico-social, c'est plus tard dans cette zone d'âge-là, mais vous avez 14,5% seulement de patients ou de personnes habitant là qui ont une seule maladie chronique, et puis vous en avez 10% qui en ont 6 ou plus. Et ça, c'est aussi des choses dont il faut s'occuper. Quand on regarde l'évolution des causes de mort entre 1980 et 2012, on voit qu'on a les deux grands tueurs, disons, habituels qui sont toujours là, même si les maladies cardiovasculaires ici en haut sont un petit peu à la baisse, les maladies oncologiques sont plutôt à la hausse. Et puis vous avez une troisième maladie, c'est toute la famille des démences, des maladies neurodégénératives qui augmentent et qui va poser un gros problème. Si on regarde juste ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a des chiffres comme ça, c'était en 2012, vous voyez qu'ici, vous avez à peu près 34% de décès liés à des maladies cardiovasculaires et puis 27% liés à des tumeurs. Et c'est dans ces deux domaine-là que vous avez le progrès technologique le plus important et le plus cher aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, il y a quelque chose à faire. Alors on peut faire quelque chose d'assez simple, en fait, théoriquement en tout cas, c'est se mettre d'accord sur la manière dont on va traiter les maladies chroniques et les personnes âgées. Et il existe plusieurs modèles. Le plus connu est le Chronic Care Model, qui associe en fait 3 piliers ou caractéristiques du système de soins et puis un pilier qui est lié au patient et à sa communauté. Et vous avez ici
une aide au management, auto-management par le patient, qui est extrêmement important. Ici, c'est comment on organise notre système de soins. Là, c'est des supports décisionnels pour que tous les soignants dans le système prennent les mêmes décisions au même moment. Et puis, pour lier le tout, il faut absolument un système de dossier patient informatisé qui soit présent partout. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne en fait un patient informé qui est participatif à sa prise en charge. Ça donne une équipe de soins qui est prête à prendre en charge des patients en sachant comment les prendre en charge. Et avec ça, évidemment, on a un meilleur résultat. Si on regarde ce que ça représente en termes de nombre de patients en fonction de la ligne ici, et puis de sévérité de maladie, on peut le segmenter de cette manière-là. Je ne vais pas parler de promotion de la santé et de prévention, ça a été fait par la première oratrice, c'est un point faible du système suisse pour toutes sortes de bonnes et de moins bonnes raisons, mais à partir du moment où quelqu'un tombe malade, et a un diagnostic, en fait, il va voyager à l'intérieur de ce triangle avec comme objectif de se retrouver le plus souvent et le plus longtemps possible dans la partie basse où il peut être à la maison et être pris en charge par les médecins de premier recours ou d'autres auxiliaires de santé, et ça, ce sera mon point 2, parce que les médecins ne pourront pas tout faire. Et puis à partir un certain stade qui est déterminé par des critères sur lesquels il va falloir se mettre d'accord, en fait, ce patient devrait voir un spécialiste. Et puis, le spécialiste aide le premier médecin et le patient à revenir, si possible, dans cette zone-là. Et puis, si ce n'est pas possible, il doit l'adresser au niveau supérieur, qui est en général représenté par les hôpitaux. Et puis, tout en haut, on peut encore mettre un petit triangle pour les hôpitaux universitaires. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le passage d'ici à là est défini par des critères et le passage d'ici à là aussi. Et ces critères doivent être appliqués systématiquement si on veut que le système fonctionne. Alors, ces programmes, ils existent déjà en Suisse. Je vous ai dit, on est très fort pour l'adaptation locale. Et il y a un rapport qui est apparu en 2013 qui montre qu'on a déjà 44 de ces programmes qui fonctionnent en Suisse. Vous avez ici, pour les cantons suisses allemands, avec entre parenthèses le nombre de programmes que ça concerne, puis pour les cantons romans, il y en a 5 sur 6 qui ont déjà des programmes de ce type-là. Ça concerne surtout le diabète, les maladies neuropsychiatriques, pulmonaires ou cardiovasculaires, et surtout la prise en charge ambulatoire. Quand on regarde plus précisément qu'est-ce qu'il y a là derrière, sur les 4 piliers que je vous ai montrés tout à l'heure, on voit qu'on est assez bon sur 3 piliers, on est nettement moins bon sur le support décisionnel, parce que c'est justement là-dessus qu'il faut se mettre d'accord pour dire qu'est-ce qu'on fait et quand, et qu'il y a finalement relativement peu de programmes qui ont développé les 4 composants. Pourquoi? Parce qu'ils ont un nombre limité de patients, que ça se fait au niveau local et régional, et puis qu'il y a toujours cette fameuse faible coordination entre les participants à ces programmes. Alors ça a des impacts sur les hôpitaux et sur le système ambulatoire. Le premier que je vais vous décrire, c'est sur l'organisation de l'hôpital. Actuellement, la plupart des hôpitaux, en tout cas les hôpitaux universitaires, ils ont des étages spécialisés. Vous avez un étage pour les patients ORL, un étage pour les patients de chirurgie cardiaque, etc. Les hôpitaux régionaux, ils ont en général médecine et chirurgie, c'est plus facile. Mais ça fait qu'un patient qui va en chirurgie cardiaque, mais qui en même temps a une insuffisance rénale et en même temps a encore une autre maladie chronique, il n'est pas forcément très bien pris en charge par les spécialistes de chirurgie cardiaque parce qu'ils ne connaissent pas ce domaine. Et du coup, ça donne des complications, ça donne des durées de séjour qui s'allongent, des coûts qui augmentent, et puis évidemment une satisfaction qui diminue. Donc demain, en fait, on pourrait faire passer le balancier complètement de l'autre côté, ou alors faire un compromis helvétique, c'est probablement là à ça qu'on arrivera.
le balancier complètement de l'autre côté, c'est de dire tout l'hôpital est tenu par les spécialistes de médecine interne, et à ce moment-là, c'est les consultants chirurgiens qui font ce que fait actuellement les consultants de médecine. Mais pour ça, ça nécessite de changer tout ça, et puis d'orienter la formation des médecins qu'on veut, parce qu'il nous faudra beaucoup plus de spécialistes en médecine interne qu'on a actuellement. Il ne faut pas passer de l'un à l'autre demain. Je vous donne juste deux exemples de ce genre d'impact. Un, il a été publié, puis l'autre, c'est un exemple qu'on a vécu à l'intérieur. L'exemple publié, c'est en fait un hôpital américain qui fait de la chirurgie de transplantation cardiaque. Et puis là, ils ont maintenant des machines qui permettent des cœurs artificiels, en fait, qu'on peut mettre à la place de greffer l'organe. On met une machine et le patient peut rentrer à la maison. Ils ont fait comparer ce qui se passait avant. Avant, c'était les cardiochirurgiens qui s'occupaient de l'ensemble du programme. Et puis après, c'était une équipe multidisciplinaire. Et vous voyez qu'ils avaient 17 patients avant, dont 10 sont morts, et 13 patients après, dont 0 sont morts. Et quand on regarde ce que ça donne comme impact, sans aller dans les détails, parce que je n'ai pas le temps, vous voyez que sur les parties techniques, c'est-à-dire ici le séjour en soins intensifs, il n'y a pas de différence, mais sur le séjour total, il y a une différence qui est statistiquement significative. Puis surtout, il y a nettement moins de réadmissions à 30 jours. Ici, contre 71%, on a 7%. Et puis tout ça, ça se traduit évidemment en une différence de coût. Et donc, ça vaut vraiment la peine de mettre en place ces équipes multidisciplinaires. Ce qu'on a vécu comme autre illustration, c'est dans le domaine de la pharmacie. On a introduit des pharmaciens cliniciens, en l'occurrence ici c'était une pharmacienne clinicienne, qui est allée évangéliser le département de chirurgie sur la bonne utilisation des médicaments. Et en fait, on nous a demandé de vérifier qu'on était bien dans un rapport coût-bénéfice favorable. Et vous voyez qu'avant qu'elle arrive, il y avait une tendance à l'augmentation des dépenses médicamenteuses de 270 000 francs par année. Et puis, une année après son introduction, on était à une stabilisation avec même petite diminution. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant cette année? Elle s'est occupée de 3 choses. D'abord, des médicaments chers, comme les immunosuppresseurs. Ensuite, elle a encouragé la substitution des comprimés oraux pour les formes intraveineuses. Les formes intraveineuses, elles coûtent environ 10 fois plus cher que le médicament oral. Et puis, elle a promu une utilisation rationnelle des médicaments, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une perfusion d'1 litre de soluté dans la veine et puis de prendre un diurétique pour éliminer ce liquide. Si on élimine les deux, le patient se rétablit tout seul. Et en fait, au bout d'une année, on avait des économies qui représentaient 3 fois son salaire. Intéressant. Pareil dans les procédures d'hospitalisation. Actuellement, les patients, quand ils sont hospitalisés, surtout dans les hôpitaux universitaires, ils sont traités tous comme s'ils étaient des patients universitaires. Et avec ça, on a un risque de surdiagnostic, de surtraitement, et on épargne ou on économise des procédures préventives parce qu'on doit les payer dans le système DRG. Demain, on va appliquer le même chronic care modèle pour les patients hospitalisés aussi, pour les segmenter. Et seuls les patients les plus sévèrement atteints auront droit à tout l'arsenal de l'hôpital. Les autres seront traités comme s'ils étaient dans un hôpital régional. Si on regarde maintenant en médecine ambulatoire, actuellement les patients ils peuvent choisir leur médecin de premier recours, et puis ce médecin de premier recours travaille avec son réseau de spécialistes et il n'y a absolument aucune, et ça a été mentionné par le professeur Venn tout à l'heure, il n'y a aucune donnée qui est disponible pour évaluer si ce traitement est, disons, favorable ou pas. Et on est dans un système de paiement à l'acte où, de toute façon, vous avez un facteur incitatif à multiplier les actes.
Demain, dans mon modèle de chronique, le patient il va être segmenté dans des catégories de risques, et puis il va suivre le parcours que je vous ai montré à l'intérieur de ce triangle. Pour ça, il faut un certain nombre de conditions. Il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles. L'autre chose qu'il faudra qu'on fasse, c'est de mettre à disposition des spécialistes des personnes âgées dans le système de soins, parce que tout le monde n'est pas gériatre ou psychogériatre ou spécialiste en soins palliatifs. Et il va falloir amener ces compétences à la fois aux médecins installés, aux soins à domicile, mais aussi dans les établissements médico-sociaux. Pourquoi ? Parce qu'avec ça, on va pouvoir prévenir ce qui nous embête toujours beaucoup dans un hôpital, c'est les hospitalisations en urgence, alors qu'en fait, on aurait pu les traiter ambulatoirement. Voilà pour la partie la plus importante et la plus longue de ma présentation. C'est un peu une révolution, mais elle est absolument indispensable. Pourquoi elle est indispensable ? Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à fonctionner comme ça. Là, notre secrétaire d'État vous l'a dit, on a un problème avec le personnel du système de soins. On emploie environ 185 000 personnes dans le système de soins en Suisse, dont 32% d'étrangers. On importe 10 000 étrangers chaque année pour faire tourner ce système. Pour les médecins, c'est pareil. On a 31% d'étrangers. Et puis, ces gens viennent en Suisse et puis ils suivent une formation post-graduée. Et avec ça, l'année passée, par exemple, on a délivré 1500 diplômes de spécialistes FMH, dont 44% à des étrangers. Et puis, l'augmentation des étudiants en médecine dont il a parlé, elle est bel et bien là, mais en fait, on n'arrivera à la cible qu'en 2025. Or, entre deux, on a un petit problème. Parce que si on regarde ici en haut le recours aux consultations et qu'on ne change pas le mode de recours des gens aux consultations, eh bien, entre 2005 et 2030, on va avoir une augmentation qui est simplement liée au vieillissement de la population. Et puis, en face, vous avez ici ce que les médecins qui existent, qui sont en activité, peuvent produire comme consultation s'ils ne changent pas leur taux d'activité. Et vous voyez qu'on a un problème là, et que ce problème va s'aggraver. Donc, il va falloir travailler à ramener ces deux courbes l'une vers l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a plein de collaborateurs qui sont tout à fait capables de prendre un certain nombre de rôles nouveaux. Et dans notre hôpital, on a mis en place une procédure de délégation formelle de compétences des médecins aux infirmières, des infirmières aux aides, etc. Et je vous donne juste ici 3 exemples, ça existe dans tous les hôpitaux. Le triage des patients à l'arrivée est fait par des infirmières spécialement formées pour ça. En pédiatrie, on a maintenant mis en place des prises en charge infirmières complètes pour les visites non compliquées. On a des critères et on les applique. Et puis, c'est aussi des infirmières qui s'occupent en première ligne des patients réfugiés et des patients prisonniers. Ce n'est pas de la deuxième médecine, parce que toutes les études qui ont comparé l'efficacité et la satisfaction et les coûts des prises en charge par des médecins ou par des infirmières montrent que c'est au moins équivalent et que ça coûte en général moins cher. Et cette liste ici, elle est en constante expansion. En Suisse romande, on a un avantage dont on est assez fier, c'est qu'en fait, on a des infirmières de pratique avancée avec des niveaux master ou doctoral, et c'est ces gens-là qui peuvent être les personnes à qui on délègue un certain nombre de tâches. Notre problème, c'est que en fait, leurs consultations sont actuellement pas payées, et puis évidemment, ça pose un problème à long terme. Mais à part les infirmières, vous avez plein de monde dans le système de soins qui est aussi capable de faire un certain nombre de choses. À commencer par les pharmaciens qui sont extrêmement bien placés en contact avec la population. Ou alors on peut se dire qu'au lieu d'avoir une garde en ville et puis une garde à l'hôpital, dans des petites localités, on peut pooler tout ça.
ou finir par mettre en place des nouvelles prises en charge de type télémédecine. Pourquoi ça? Parce que, en fait, les permanences, les lieux où on peut consulter 24 heures sur 24, ça coûte extrêmement cher. Pour avoir une personne présente sur place, il vous faut en avoir 5 à 5,5 en engagement. Donc, si vous prenez un bloc opératoire, il y a 5 catégories de personnes dans un bloc opératoire. Fois 5, ça fait 25 personnes à 100 000 francs par personne pour simplifier les calculs. Ça fait que vous posez 2,5 millions sur la table avant d'avoir vu le premier patient. Et du coup, il va falloir rationaliser, je ne dis pas rationner, mais rationaliser, et créer des réseaux pour pouvoir survivre. Pareil pour les hospitalisations ou l'admission dans les hôpitaux. Actuellement, surtout dans le canton de Vaud, où on n'a pas un hôpital cantonal, en fait, les hôpitaux et les cliniques ont tendance à garder les patients simples, transférer les patients complexes, puis surtout pas les accepter quand ils rentrent, parce que à ce moment-là, ils ne se font pas rembourser la deuxième partie du séjour, parce que les règles DRG sont comme ça. Et demain, on doit avoir une espèce de réseau où les transferts sont beaucoup plus faciles et où on fait à la fin une seule et même facture. Ça, c'était pour la deuxième partie, pour faire face à la pénurie de ressources. Et j'accélère pour la troisième, les nouvelles technologies. Je reviens à mon contexte de cardiologie et d'oncologie. En cardiologie, l'insuffisance cardiaque a un mauvais pronostic. Ici, vous avez une table de survie classique où tout le monde part à 100%, et puis ici, vous avez en fait la survie en mois. Et vous voyez, la première ligne, c'est le traitement médicamenteux de l'insuffisance cardiaque. C'est pas brillant parce que après une année, vous avez à peu près 30% de survivants en tout et pour ceux qui sont en insuffisance cardiaque de dernier stade. Quand on a mis en place ces cœurs artificiels, on a nettement amélioré le pronostic. Et puis maintenant, on a un nouvel appareil qui délivre un flux continu plutôt qu'un flux pulsatile, qui est encore meilleur. C'est très bien, parce que vous avez une courbe de survie nettement améliorée. Mais le nombre de patients potentiellement candidats pour ce cœur artificiel, il est potentiellement extrêmement grand. Avant, il était limité parce que derrière, il fallait qu'on puisse transplanter ce patient. Si on lève cette barrière-là, on a potentiellement beaucoup de monde à prendre en charge. Et puis, le patient qui va avoir un cœur artificiel comme ça, il n'en gagnera pas forcément un bénéfice important parce qu'il peut avoir une autre maladie chronique qui ne va pas lui permettre de regagner une activité. En plus, ces petits gadgets coûtent à peu près 150 000 francs par machine, et c'est à peu près le prix d'une transplantation. Donc là, il va falloir surveiller ce qu'on fait et avoir des guidelines, s'y tenir, et puis surtout avoir des registres pour suivre ce qu'on va faire. Pareil pour la médecine personnalisée. La première conférencière y a déjà fait allusion, vous avez un crash course derrière, mais là, on parle de traitements qui sont ciblés, mais qui sont de l'ordre de 150 000 francs en oncologie maintenant, assez rarement. Pourquoi? Simplement parce que le marché pour ce type de médicaments est extrêmement faible, puisqu'on va traiter que les patients qui ont un marqueur positif pour la maladie ou pour ce médicament. Et si on veut regarder, en fait, et essayer d'avoir un système de soins qui persiste, on va devoir se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Et là, alors je sors complètement de la médecine et j'arrive à la philosophie et à l'éthique de nouveau, où on doit se mettre d'accord sur des principes de justice distributive et d'équité, dont par exemple le fait que tout le monde doit avoir accès aux soins. Ça, c'est une obligation morale, légale et tout ça. C'est care et pas cure. C'est important. On doit avoir accès à un traitement par personne, et pas forcément 5 ou 6 lignes de chimiothérapie. Et puis, on doit
demandez au patient ce qu'il veut, parce qu'on se retrouve assez souvent quand même dans des situations difficiles parce qu'on n'a pas tenu compte de ça. Et la dernière ligne qui est la plus provocante, et je terminerai par ça, c'est dans l'évaluation technologique, se dire on doit se mettre des seuils pour dire ça vaut la peine et ça vaut pas la peine. Mais derrière, il va falloir qu'on change notre modèle de santé publique. Et j'emprunte ici cette étude-là à des chercheurs allemands qui ont proposé que, en fait, on adopte les technologies que si elles pouvaient donner un bénéfice de plus de 3 mois en survie et ou une amélioration de 10% en qualité de vie. Et qu'on élimine tout le reste, quoi que ce soit leur coût et quel que soit l'âge du patient. Et ça a un immense avantage, c'est que les 2 écueils principaux d'un rationnement, c'est de rationner par âge et rationner par coût. Et avec ça, vous n'avez pas ce genre de piège. Et c'est basé sur quoi? C'est basé sur une étude qui a été faite en Allemagne, où on demandait à la population, en fait, quelle était pour eux la survie minimum que devait amener une nouvelle thérapie pour être enregistrée. Et vous voyez que la limite qui a été mise par ces chercheurs, c'était à 3 mois, mais la majorité des patients, ou des personnes interrogées, disaient qu'il fallait 6 mois ou 12 mois. Donc c'est déjà une évaluation, même si elle paraît provocante par rapport aux bénéfices de certaines chimiothérapies de nos jours, c'est quand même une estimation conservative. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Dans le système suisse, il ne faut pas grand-chose, mais en même temps, il faut quand même pas mal de choses. Mais il y a un mot d'ordre, c'est faire tomber les murs et les barrières. Les barrières entre la Confédération et les cantons, entre les cantons, les barrières qui sont mises en place par les assurances maladie, entre les hôpitaux et les médecins, et puis les barrières de résistance corporatiste. Pour ça, il faut aussi des nouvelles règles. Pas beaucoup, 3. Il faut se mettre d'accord pour dire on joue au football ou au rugby et on adopte un modèle. Ça nous donne la politique. Ensuite, il faut dire on doit pouvoir échanger des données. Et du coup, on doit avoir un dossier patient électronique. Pas obligatoire pour les hôpitaux, optionnel pour les médecins. Non, obligatoire pour tout le monde. Parce que ça nous donne les indicateurs. Et puis, on doit mettre en place ces réseaux de prise en charge qui sont des réseaux intégrés. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Parce qu'une modification marginale ne sera pas suffisante. Et donc, il faut que tout le monde se mette à table pour modifier tout ça. C'est théoriquement possible parce que les modifications individuelles, tous ces éléments-là, ont déjà été testés. Ça existe, ça marche. Mais il faut le faire. Et si on ne le fait pas, alors c'est tout le système qui va changer, qui va rater sa cible. Et puis finalement, c'est le patient qui en paye toujours le prix. Et le patient, demain, c'est vous et c'est moi. Merci de votre attention.